Mon frère a trompé avec ma petite amie après que je l'ai présenté à ma famille et mes parents l'ont encouragé à être avec lui, mais ma vengeance les fera souffrir pour toujours. Ok, attachez-vous. Parce que ce n'est pas une de ces histoires nettes et bien rangées avec une fin heureuse. C'est un putain de feu de benne à ordures, et je suis le gars qui a finalement décidé d'arrêter d'essayer d'éteindre les flammes et de simplement s'en aller, peut-être avec un bidon d'essence à la main. Je m'appelle Samuel, et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que famille peut être le mot le plus chargé, le plus toxique du putain de dictionnaire. Vous voulez savoir à quoi ressemble le favoritisme vrai, pur, qui vous brise l'âme? Oubliez les indices subtils. Mes parents, Richard et Carole, ne faisaient pas dans la subtilité. Ils ont pratiquement offert le monde entier à mon jeune frère, Alexandre, sur un plateau d'argent, alors que j'avais de la chance d'avoir les miettes qui tombaient de la table. Alexandre, le Golden Boy. Alexandre, qui pouvait charmer une nonne et la convaincre que c'était son idée. Alexandre, qui ne manquait de rien parce que maman et papa se mettaient en quatre pour tout lui donner. Une nouvelle voiture à ses 16 ans, même s'il avait déjà abîmé la berline de papa 2 fois. Oh, il est juste jeune et plein d'entrain, Samuel. Il a besoin d'un véhicule fiable. Ma première voiture? Une vieille bagnole rouillée que j'ai achetée avec l'argent de mon travail après l'école. Les frais de scolarité d'Alexandre dans une université d'arts libéraux chic hors de l'état où il allait à peine? Il a besoin de trouver sa passion, Samuel. Explorer ses options. Moi? Collège communautaire, travaillant à 2 emplois pour couvrir les frais de scolarité et les livres pour mon diplôme d'ingénieur, parce que tu es si responsable, Samuel, tu t'en sortiras. Et les femmes? Oh, bon sang. Alexandre traitait les femmes comme des Kleenex. Utilisez-les, jetez-les, prenez-en une nouvelle. Il avait ce charme prédateur, cette façon de faire sentir à une fille qu'elle était la seule au monde, jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Puis, pouf. Disparu. Et maman et papa? Ils se contentaient de ricaner. Oh, c'est Alexandre, c'est un briseur de cœur, ou il sème juste sa folle avoine, Samuel. Les jeunes hommes sont comme ça. Comme si sa connerie en série était une sorte de très charmant et espiègle. Moi, d'un autre côté, j'étais le sérieux, la vieille âme. Traduction, ennuyeux. Le gars qui respectait réellement les femmes, qui cherchait quelque chose de plus qu'une encoche sur son montant de lit. Alors, quand j'ai rencontré Chloé, j'ai eu l'impression que l'univers m'avait enfin accordé une pause. Nous nous sommes rencontrés dans une brasserie locale. J'étais là avec quelques copains, essayant de me détendre après une semaine brutale au cabinet d'ingénierie où je travaillais réellement, vous savez, pour gagner ma vie. Elle était à la table voisine avec ses amis, et son rire, mec, ça a juste percé le bruit. Brillant, authentique. Elle avait ses yeux verts incroyables et une façon de vous regarder comme si elle vous voyait vraiment, pas seulement vous jaugeait. Nous avons commencé à parler, et c'était facile. Pas de jeu, pas de faux semblants. Elle était intelligente, drôle, ambitieuse, une architecte, commençant tout juste à se faire un nom. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, je me suis senti, plein d'espoir. Comme si je n'étais peut-être pas destiné à être l'éternelle troisième roue du carrosse dans ma propre putain de vie. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 6 mois. De bons mois. Des mois heureux. Nous avons fait de la randonnée, nous avons cuisiné ensemble, nous avons eu ces longues conversations décousues qui durent jusqu'à 3 heures du matin où vous résolvez tous les problèmes du monde. Elle comprenait mon humour sec. J'aimais sa passion pour son travail. C'était réel. Solide. Alors, naturellement, le moment est venu de la présenter au clan Morgan. J'étais mort de trouille. Pas parce que j'étais inquiet pour Chloé, elle pouvait se débrouiller. J'étais inquiet pour eux. Pour Alexandre, en particulier. Le dîner de bienvenue dans la famille était chez mes parents. L'affaire habituelle du dimanche. Le rôti trop cuit de maman, papa tenant le crachoir sur son jeu de golf, et Alexandre, se pavanant comme un putain de pan. Au moment où Chloé est entrée, je l'ai vue. Cette lueur dans les yeux d'Alexandre. La même que j'avais vue 100 fois auparavant lorsqu'une nouvelle femme séduisante entrait dans son orbite. Il l'a ciblée comme un missile à tête chercheuse. Eh bien, bonjour, a-t-il dit, suintant ce charme synthétique, sa main déjà tendue vers la sienne. Samuel, tu nous as caché des choses. Je suis Alexandre, le frère plus beau, plus intéressant. Il a fait un clin d'œil à Chloé. J'ai serré les dents. Chloé,
voici mon frère, Alexandre. Et mes parents, Carole et Richard. Maman et papa, bien sûr, ont été immédiatement séduits par l'esprit d'Alexandre. Chloé, à son crédit, a été polie mais n'a pas semblé trop impressionnée. Au début. Pendant le dîner, Alexandre en a rajouté. Il a nonchalamment raconté des histoires sur ses aventures, principalement fabriquées, ses connexions importantes, ses grands projets. Il a dirigé toutes ses questions, toutes ses blagues, toute son attention, vers Chloé, ignorant pratiquement tout le monde, y compris moi. Il se penchait près d'elle quand elle parlait, lui touchait le bras accidentellement, ses yeux faisant ce truc intense et concentré que je savais être sa signature. J'ai essayé de diriger la conversation, d'inclure Chloé dans de véritables discussions, mais Alexandre était un maître de la connerie, interrompant constamment, ramenant tout à lui ou à un moyen de l'impressionner. Et mes parents? Oh, ils étaient ces putains de coéquipiers. Maman n'arrêtait pas de dire des choses comme « Oh, Chloé, Alexandre est si ambitieux, n'est-ce pas? Il ira loin, et Alexandre a juste 7 étincelles, ma chérie. Il illumine une pièce. » Papa intervenait avec « Oui, c'est mon garçon. Plein de vie. C'est s'amuser. » Il la lui vendait pratiquement, là, à table, avec moi assis là comme un putain de meuble. C'était humiliant. J'ai senti ce neuf froid se former dans mon estomac. Après le dîner, pendant que j'aidais maman à débarrasser la table, parce qu'Alexandre, naturellement, avait un appel important à passer, je les ai entendus dans le salon. Mon père, sa voix un grondement bas et conspirateur, parlant à Chloé. « Tu sais, Chloé, disait-il, Alexandre a toujours eu le don de faire bouger les choses. C'est un fonceur. Une fille comme toi, intelligente, ambitieuse, tu as besoin de quelqu'un qui puisse suivre, quelqu'un qui puisse t'offrir un certain style de vie. » Puis la voix de maman, mielleuse. « Samuel est un bon garçon, ma chérie, très stable. Mais Alexandre? Alexandre a cette flamme. Il sait comment traiter une dame, sait comment lui montrer du bon temps. Et franchement, il est en meilleure position pour subvenir aux besoins d'une famille, pour donner à une femme le genre de vie qu'elle mérite. Il a des perspectives. » Des perspectives? Alexandre n'avait pas occupé un emploi stable pendant plus de 6 mois de toute sa vie d'adulte. Il vivait au crochet de maman et papa, avait toujours une grosse affaire sur le point de se conclure qui ne se matérialisait jamais. C'était moi qui avais la carrière stable, le compte d'épargne, le plan quinquennal. Mais ils étaient là, mes propres parents, essayant activement de torpiller ma relation et de diriger Chloé vers mon frère volage et coureur de jupons. Parce qu'il était le Golden Boy. Parce qu'il avait de l'étincelle. Je voulais crier. Je voulais entrer en trombe, traîner Chloé dehors, dire à mes parents d'aller en enfer. Mais j'étais figé. L'audace, la cruauté pure et flagrante, c'était à couper le souffle. Je suis juste resté là, dans l'embrasure de la cuisine, le bruit des assiettes dans ma main noyé par le rugissement dans mes oreilles. Les semaines suivantes, la campagne s'est intensifiée. Alexandre, enhardi par l'approbation explicite de nos parents, était implacable. Il envoyait accidentellement des SMS à Chloé destinés à un ami, rempli de ses prétendues conquêtes ou de ses projets excitants. Il se présentait partout où il savait qu'elle pourrait être, son café préféré, la salle de sport où elle allait. Il l'appelait, juste pour discuter, juste pour savoir comment elle allait. Il lui envoyait de petits cadeaux, des fleurs, des babioles qu'il avait probablement facturées à la carte de crédit de maman. Et Chloé, bon sang, Chloé a commencé à répondre. Au début, elle m'en parlait en riant, disant qu'Alexandre était un peu trop. Mais ensuite, le rire est devenu un peu plus forcé, ses dénégations un peu moins convaincantes. Elle a commencé à le mentionner davantage. Alexandre a dit la chose la plus drôle aujourd'hui. Alexandre a recommandé ce nouveau groupe génial. J'ai essayé de lui parler. Chloé, tu sais comment il est, n'est-ce pas? Il n'est pas sérieux. Il fait ça avec tout le monde. Oh, Samuel, ne sois pas si cynique, disait-elle, avec un nouveau ton défensif. Peut-être qu'il est juste amical. Et tes parents semblent vraiment penser qu'il est capable. Capable. Ce mot encore. Mes parents lui avaient fait un lavage de cerveau. Ils avaient dépeint Alexandre comme ce parti dynamique et excitant, et moi comme, eh bien, comme stable. Fiable. Ennuyeux. Ils lui avaient promis une vie d'excitation, d'être avec le fils préféré, celui qui obtenait toujours ce qu'il voulait.
Peut-être qu'ils avaient même laissé entendre une future sécurité financière grâce à leur soutien continu à Alexandre. C'était une illusion soigneusement construite, et Chloé, que je pensais si intelligente, si perspicace, commençait à y croire. Les appels de sa part sont devenus moins fréquents. Nos rendez-vous ont commencé à sembler bizarres. Elle était distraite, regardant son téléphone. L'intimité facile que nous partagions a été remplacée par une tension subtile. J'avais l'impression de la perdre, comme si elle me glissait entre les doigts, entraînée par cette trinité impie de mon frère et de mes parents. Le nœud dans mon estomac était un résident permanent maintenant. J'ai essayé de parler à mes parents. « Qu'est-ce que vous faites, bon sang ?» leur ai-je demandé un soir, les acculant dans la cuisine. « Vous essayez activement de briser ma relation avec Chloé pour qu'Alexandre puisse tenter sa chance avec elle? Avez-vous une idée à quel point c'est tordu? Maman s'est juste tordu les mains. Samuel, mon cher, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Alexandre est très épris de Chloé, et honnêtement, nous pensons qu'elle serait une bonne influence sur lui. Et elle mérite quelqu'un de excitant. Excitant? J'ai failli m'étouffer. Vous voulez dire quelqu'un qui la trompera dans 6 mois? Quelqu'un qui ne peut pas garder un emploi? C'est ce que vous voulez pour elle? Et ce que je veux, moi? Et le fait que je l'aime réellement? Papa a juste froncé les sourcils. Ne sois pas dramatique, Samuel. Alexandre se calme. Chloé pourrait être la bonne. Et franchement, fils, tu as toujours été un peu trop intense pour ton propre bien. Détends-toi. Si Chloé préfère Alexandre, eh bien, c'est son choix. Peut-être que tu devrais te demander pourquoi. Mon propre père. Me disant que c'était de ma faute. La trahison était si profonde qu'elle m'a laissé sans voix. Il n'y avait aucun raisonnement possible avec eux. Ils vivaient dans l'orbite d'Alexandre, et tout le monde n'était qu'un personnage de soutien. La fin est arrivée plus vite que prévu. Et plus moche. Chloé était distante depuis une bonne semaine. Des excuses pour ne pas me voir. Des appels téléphoniques courts et secs. Je savais, au fond, ce qui se passait, mais une partie de moi, la partie stupide et pleine d'espoir, continuait d'essayer de le nier. Puis, un samedi après-midi, j'en ai eu assez. J'avais besoin de la voir, de lui parler correctement. Je suis allé en voiture à son appartement. Sa voiture était là. J'ai sonné à la porte. Pas de réponse. J'ai sonné à nouveau. Rien. J'avais une clé de rechange, elle me l'avait donnée il y a des mois, juste au cas où. Mon instinct me hurlait de ne pas l'utiliser, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je suis entré. Son appartement était silencieux. Trop silencieux. Chloé, ai-je appelé. Et puis je l'ai entendu. Un son étouffé de la chambre. Un gloussement. Un gloussement distinctement masculin que je ne connaissais que trop bien. Mon sang s'est glacé. J'ai marché vers la chambre, chaque pas me semblant patauger dans du ciment. La porte était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée. Et ils étaient là. Alexandre et Chloé. Dans son lit. Enlacés, riant de quelque chose. Les draps étaient en désordre. Leurs vêtements étaient éparpillés sur le sol. L'air était épais de l'odeur de leur trahison. Ils ne m'ont pas vu au début. Puis Alexandre a levé les yeux, ses yeux s'écarquillant de choc momentané, rapidement remplacés par un sourire suffisant et triomphant. Chloé? Chloé avait l'air horrifiée. Elle s'est précipitée pour remonter le drap, son visage un masque de culpabilité et de honte. Samuel, a-t-elle haleté. Je n'ai pas dit un mot. Je ne pouvais pas. La douleur était une chose physique, un tisonnier brûlant me transperçant la poitrine. Je les ai juste regardés, les débris de ma confiance, de mon amour, de mon espoir. Alexandre, mon frère, qui m'avait tout volé toute sa vie, venait maintenant de me voler la seule personne que je pensais être la mienne. Et Chloé, la femme à qui j'avais ouvert mon âme, avait choisi les mensonges, la superficialité, la trahison approuvée par la famille. Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je suis juste sorti, l'image d'eux ensemble gravée dans mon cerveau. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état second, le monde un flou de lumière et de son indistincte. La douleur était insupportable, mais en dessous, autre chose commençait à s'agiter. Une colère froide et dure.
Une rage profonde et résonnante qui couvait depuis des années, débordant enfin. Il pensait avoir gagné. Il pensait qu'il pouvait simplement prendre et prendre et prendre, et que je me contenterais de me soumettre et de l'accepter. Mes parents. Alexandre. Même Chloé. Ils m'avaient sous-estimé. Ils avaient pris ma patience pour de la faiblesse, ma loyauté pour de la stupidité. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient eu tort. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis devant mon ordinateur, la lueur de l'écran illuminant mon visage. Le choc initial, le deuil, c'était toujours là, une blessure béante et à vif. Mais c'était éclipsé par une clarté glaçante. Ils avaient déclaré la guerre. Et j'allais la terminer. Ma vengeance ne serait pas bruyante et désordonnée, pas au début. Elle serait précise. Calculée. Alexandre, malgré tout son charme, était un château de cartes. Une image soigneusement construite sur des mensonges, des aides parentales et une série de cœurs brisés. Il avait une réputation à maintenir, cette image du fonceur charismatique et réussi. Il était temps de retirer les fondations. Alexandre avait l'habitude de se vanter. De ses conquêtes, de ses presque contrats commerciaux, de la façon dont il pouvait se sortir de n'importe quelle situation par la parole. Il avait aussi l'habitude d'être incroyablement négligent en ligne, ses réseaux sociaux influent organisés de succès exagérés et de selfies soigneusement anglais. Mais je savais où se trouvait la vraie saleté. J'avais vu ses appartements saccagés après des fêtes sauvages, entendu les appels désespérés de filles qu'il avait ignorées, je l'avais même renfloué de quelques petits ennuis judiciaires que maman et papa avaient étouffés, une conduite en état d'ivresse qui a été miraculeusement réduite, quelques dettes impayées à des personnages peu recommandables. J'avais toujours gardé le silence, pour le bien de la famille. Plus maintenant. J'ai commencé à creuser. De vieux emails. Des SMS sauvegardés, Alexandre était un idiot, il ne supprimait jamais rien. J'ai même contacté, anonymement, quelques-unes des filles qu'il avait particulièrement maltraitées, celles qui avaient été sincèrement blessées par sa cruauté. Leurs histoires, une fois compilées, brossaient le portrait non pas d'un charmant coquin, mais d'un utilisateur manipulateur et narcissique. J'ai rassemblé des captures d'écran de ces publications sur les réseaux sociaux, vantardes et souvent contradictoires. J'ai trouvé des preuves de son utilisation de l'argent de maman et papa pour des luxes futiles tout en prétendant construire son empire. Ensuite, j'ai créé une série de profils en ligne anonymes. Un blog. Quelques comptes de médias sociaux jetables. Et j'ai commencé à distiller les informations. Pas tout d'un coup. Ce serait trop évident. Juste de petits morceaux ici et là. Un article sur la vraie vie d'un Golden Boy local. Un exposé sur son éthique des affaires moins que stellaire, avec des détails anonymisés mais vérifiables sur des entreprises en faillite et des transactions douteuses. Des témoignages des anciens associés, les filles qu'il avait lésées. J'étais prudent. Pas d'accusation directe de ma part. Juste, des informations. Des faits. Laissant Internet faire son travail. Il a fallu quelques semaines, mais les ondulations ont commencé. Les gens de notre ville ont parlé. L'image soigneusement conçue d'Alexandre a commencé à se ternir. Ces connexions importantes ont commencé à prendre leur distance. Les grosses affaires qu'il était toujours sur le point de conclure se sont soudainement évaporées. Ces réseaux sociaux, autrefois un flot d'adoration, ont commencé à se remplir de commentaires sceptiques, de gens qui le dénonçaient pour ses conneries. Il est devenu un paria local, le type dont tout le monde chuchotait. L'éclat du Golden Boy avait disparu, remplacé par un film graisseux de dédain public. Il a essayé de lutter contre ça, bien sûr. Dénégation. Accusation d'une campagne de diffamation. Mais les preuves étaient trop convaincantes. Son charme, pour une fois, n'a pas pu le sauver. J'ai regardé, avec une satisfaction froide et détachée, son monde commençait à s'effondrer. Il est devenu renfermé, paranoïaque. L'âme de la fête était soudainement persona non grata. Chloé, j'ai entendu dire par des rumeurs, car j'avais coupé tout contact direct avec quiconque était impliqué, commençait à voir le vrai Alexandre. Celui dépouillé de sa fausse bravade, son filet de sécurité parentale maintenant effiloché. Leur romance éclair, construite sur une fondation si pourrie, montrait déjà des fissures. Bien. Qu'elle profite du prix qu'elle avait choisi. Suivant sur ma liste, maman et papa. Richard et Carole. Les facilitateurs. Les architectes de tant de ma misère silencieuse.
pendant des années, j'avais été le responsable, le stable. Et cela s'étendait aux finances. Après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur et décroché un bon emploi, j'avais subtilement, discrètement, commencé à les aider. Ils s'étaient surendettés pour maintenir Alexandre à flot, finançant ses passions. J'avais pris en charge quelques-unes de leurs plus grosses factures, les impôts fonciers sur leur maison, leurs forfaits câbles et Internet coûteux. J'avais même contribué de quelques centaines par mois à leur hypothèque, juste pour les aider, comme disait maman, pendant qu'ils continuaient de financer les illusions de grandeur d'Alexandre. Ce n'était pas un arrangement formel, juste quelque chose que je faisais parce que j'étais leur fils, et malgré tout, une partie de moi ressentait encore cette obligation familiale. Cette partie était maintenant morte et enterrée. J'ai attendu la fin du mois. Puis, j'ai simplement arrêté les paiements. Tous. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas écrit. J'ai juste arrêté. Il a fallu environ 2 semaines pour le premier appel paniqué. C'était maman. Samuel? Est-ce que tout va bien, mon cher? La banque a appelé à propos de l'hypothèque, ils ont dit que le paiement avait été manqué. Oui, maman, tout va bien de mon côté, ai-je dit, ma voix calme, presque joyeuse. Mais l'hypothèque, Samuel. Tu t'en occupes toujours. Ah bon, ai-je feint la surprise. Oh, tu sais, maman, les choses ont été un peu serrées dernièrement. J'ai dû réévaluer mon budget. Je suis sûr que toi et papa vous en sortirez. Vous le faites toujours, surtout quand il s'agit de soutenir la famille. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout. Puis, des balbutiements. Mais on compte sur ça, Samuel. Comment as-tu pu simplement arrêter? Sans nous le dire? Eh bien, maman, ai-je dit, savourant le moment, tu sais comment c'est. Parfois, les gens font juste des choix, et on doit tous vivre avec les conséquences. Tu voulais qu'Alexandre ait tout, qu'il soit celui qui pouvait subvenir aux besoins. C'est sa chance de se montrer, n'est-ce pas? C'est lui qui a les étincelles, les perspectives. Je ne suis que le stable, l'ennuyeux, tu te souviens? Celui qui est trop intense pour son propre bien. Je pouvais entendre papa crier en arrière-plan. Maman a commencé à pleurer. Samuel, ce n'est pas juste. Nous sommes tes parents. Et Alexandre est votre fils, ai-je dit, ma voix se durcissant. Celui que vous avez choisi. Celui vers qui vous avez activement poussé ma petite amie. Vous avez clairement montré vos priorités, maman. Maintenant, je montre les miennes. J'ai raccroché. Les appels ont continué, bien sûr. Papa, fanfaronnant et menaçant. Maman, suppliant et pleurant. Alexandre, étonnamment, est resté silencieux. Probablement trop occupé à gérer sa propre vie qui implosait. Ils ont essayé les chantages émotionnels. Ils ont essayé la colère. Ils ont essayé de feindre de l'inquiétude pour mon bien-être. Je n'ai pas engagé la conversation. J'ai laissé leurs appels aller à la messagerie vocale. J'ai lu leurs SMS de plus en plus désespérés avec un amusement détaché. Les impôts fonciers étaient dus. Le câble allait être coupé. Ils allaient réellement devoir puiser dans leurs économies, celles qu'ils nous préservaient pour l'avenir d'Alexandre. L'acte final a été de partir. J'avais discrètement cherché un nouvel appartement pendant des semaines. J'ai trouvé un endroit de l'autre côté de la ville, plus petit, mais à moi. Pas de fantômes. Pas de souvenirs de dîners de famille qui ressemblaient à des humiliations publiques. J'ai fait mes valises méthodiquement. Mes livres. Mes vêtements. Les quelques objets sentimentaux auxquels je tenais réellement, une vieille montre de mon grand-père, mon autre grand-père, le père de maman, qui m'aimait réellement, quelques photos encadrées de ma remise de diplôme universitaire, celle où j'avais l'air sincèrement heureux, avant que le poids du dysfonctionnement de ma famille ne s'installe vraiment sur moi. Je n'ai pas pris grand-chose de la maison elle-même. La plupart me semblaient contaminés de toute façon. Le jour de mon déménagement, j'ai laissé une note sur le comptoir de la cuisine. Courte. Directe. Cher Richard, Carole et Alexandre, je suis parti. N'essayez pas de me trouver. N'essayez pas de me contacter. Vous avez fait vos choix. J'ai fait les miens. Profitez de la vie que vous avez construite ensemble. Samuel. Je suis sorti de cette maison, la maison où j'avais grandi, la maison qui était devenue un monument aux priorités biaisées de ma famille, et je n'ai pas regardé en arrière.
Je pouvais presque entendre le chaos que je laissais derrière moi. Les appels téléphoniques frénétiques entre eux. Les disputes. Les reproches jetés comme des confettis à un mariage condamné. Alexandre, dépouillé de son charme et de sa réputation, se déchaînant probablement. Maman et papa, faisant face à une responsabilité financière réelle pour la première fois depuis des années, réalisant que leur Golden Boy était en plomb. Et Chloé, eh bien, Chloé réalisait probablement que la ville excitante qu'elle avait choisie avait un prix très élevé et très désagréable. Était-ce cruel? Peut-être. Était-ce satisfaisant? Vous avez sacrément raison. Pendant des années, j'avais été le silencieux, celui qui absorbait leurs affronts, leurs rejets, leur favoritisme flagrant. J'avais joué selon leurs règles, en espérant qu'un jour, ils me verraient vraiment. Ils ne l'ont jamais fait. Alors, j'ai changé le jeu. J'ai retourné le plateau. Je me suis éloigné des décombres, les laissant ramasser les morceaux du désordre qu'ils avaient créé, un désordre que j'avais simplement, enfin, illuminé pour le monde, et pour eux-mêmes, à voir. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. C'est un peu terrifiant, d'être vraiment seul, sans même l'illusion d'un filet de sécurité familiale. Mais c'est aussi libérateur. Le poids qui pesait sur mes épaules depuis des décennies, il a enfin, béni soit-il, disparu. Il voulait qu'Alexandre soit la star. Eh bien, maintenant il peut être la star de sa propre putain de tragédie. J'écris un nouveau scénario pour moi-même. Et dans celui-ci, je suis le héros. Ou du moins, le survivant qui a enfin une chance de respirer. Et honnêtement, c'est plus que suffisant pour l'instant.